Les Sénégalais, venez ici, venez nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi on cite votre nom ici encore? On est en train de vous accuser ici, hein? C'est pas moi qui le dis. On va écouter la vidéo ensemble et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez. Ce que le journaliste dit, est-ce que c'est la vérité ou bien est-ce qu'il est en train de mentir? Donc, regardons la vidéo ensemble et on revient. Si l'histoire du complot que le Mali n'était pas censé survivre. Tout commence par la fibre. Des milliers d'uniformes de combat, modèle 2025-2026, sortis d'usine. Leur trajet, le port autonome de Dakar. Sous le nez des douanes sénégalaises, des conteneurs entiers déclarés comme marchandises civiles ont déversé ce matériel militaire en toute fluidité. Comment les services de renseignement d'un État frère ont-ils pu rater une telle cargaison? On ne rate pas une armée dans des boîtes en fer. On reçoit l'ordre de valider les bordereaux sans poser de questions. Le Sénégal a servi de poumon logistique à l'invasion. C'est le premier acte de la trahison. Mais qui a orchestré cette partition? Regardez le calendrier. Juste avant l'offensive, une rencontre au sommet à Paris. Mohamed Ould Ghazouani est reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Officiellement, on parle de partenariat. Officieusement, on peaufine le rôle de la Mauritanie, celui du sanctuaire tournant. Le scénario était parfait. Les assaillants frappent le Mali, puis se replient en territoire mauritanien sous le prétexte de la crise humanitaire. Une frontière bouclier, protégée par la diplomatie française pour permettre aux tueurs de se reposer avant de frapper à nouveau. Bon, ici vous avez écouté la vidéo, hein. Je n'ai pas dit que ce que le journaliste dit que c'est la vérité. Je n'ai pas dit que ce n'est pas la vérité. Mais toujours on accuse le Sénégal. Mais c'est l'habitude des pays de l'AES maintenant. C'était la France avant, c'était les États-Unis. Après c'était l'Algérie, la Mauritanie, c'était la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui c'est le Sénégal. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les pays de l'AES sont en train d'accuser tous leurs voisins pour cacher leur échec, ou bien est-ce que ce qu'ils sont en train de dire, est-ce qu'il y a une vérité dedans que ces pays limitrophes sont en train de fomenter un complot contre les pays de l'AES? Est-ce que c'est ça? Donc, regardons la vidéo entière pour mieux comprendre. Allons-y, écoutons. 12 000. Regardez bien ce chiffre. Ce n'est pas une bande de rebelles égarés ou quelques bandits de brousse. C'est l'équivalent d'une division aéroportée complète. 12 000 hommes armés, équipés de treillis tactiques neufs, coordonnés par satellite. Comment une telle armée peut-elle traverser le Sahel, la zone la plus surveillée de la planète par les drones et les radars, sans que personne ne donne l'alerte? La réponse est simple. Ce n'était pas une infiltration, c'était une livraison. Aujourd'hui, nous allons relier les points invisibles. Des ports de l'Atlantique au palais parisien, des coffres-forts d'Abu Dhabi aux sables de la Mauritanie. Voici l'histoire du complot que le Mali n'était pas censé survivre. Tout commence par la fibre. Des milliers d'uniformes de combat, modèle 2025-2026, sortis d'usine. Leur trajet, le port autonome de Dakar. Sous le nez des douanes sénégalaises, des conteneurs entiers déclarés comme marchandises civiles ont déversé ce matériel militaire en toute fluidité. Comment les services de renseignement d'un État frère ont-ils pu rater une telle cargaison? On ne rate pas une armée dans des boîtes en fer. On reçoit l'ordre de valider les bordereaux sans poser de questions. Le Sénégal a servi de poumon logistique à l'invasion. C'est le premier acte de la trahison. Mais qui a orchestré cette partition? Regardez le calendrier. Juste avant l'offensive, une rencontre au sommet à Paris. Mohamed Ould Ghazouani est reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Officiellement, on parle de partenariat. Officieusement, on peaufine le rôle de la Mauritanie, celui du sanctuaire tournant. Le scénario était parfait. Les assaillants frappent le Mali, puis se replient en territoire mauritanien sous le prétexte de la crise humanitaire. Une frontière bouclier, protégée par la diplomatie française pour permettre aux tueurs de se reposer avant de frapper à nouveau. Macron pensait avoir acheté le silence de la zone pour étouffer Bamako. Mais qui paie? Entretenir 12 000 hommes coûte environ $1 million par jour. Suivez l'argent. Il ne mène pas aux mosquées, il mène aux banques. Que faisait le chef du renseignement émirati dans la zone au moment précis de l'escalade? L'argent des Émirats a financé les soldes et les instructeurs. Et parlons-en de ces instructeurs. Sur le terrain, on identifie des cadres blancs, des officiers traitants occidentaux, dirigeant des troupes manipulées.
Ce sont ces ombres blanches qui coordonnèrent la tactique pour le compte de Paris et d'Abu Dhabi. Le but ? Détruire le Mali pour contrôler ses ressources futures. Ils ont commis une erreur fatale. Ils ont sous-estimé l'armée malienne. Les FAMA n'ont pas demandé la permission à Paris. Elles n'ont pas attendu l'aval de Nouakchott. Quand la survie de la nation est en jeu, les frontières coloniales s'effacent. Nos militaires ont franchi la ligne. Ils ont traqué les assaillants jusque dans leur nid en Mauritanie. Neutralisation. Nettoyage. Le Mali a imposé une nouvelle jurisprudence. Si vous abritez la mort, nous viendrons la chercher chez vous. Ce coup de force a pétrifié les comploteurs et réduit au silence les donneurs de leçons. Et que dire de l'Algérie ? Le président algérien déclare aujourd'hui être prêt à aider le Mali. Mais de quelle aide parle-t-on ? Le Mali et les peuples de l'AES exigent des actes, pas des mots. Comment prétendre aider le Mali quand on offre l'asile à ceux qui nous poignardent ? Monsieur le Président, si vous voulez aider, commencez par renvoyer l'imam Dicko et livrer Iyad Ag Ghali. Ces mauvais prédicateurs et chefs terroristes séjournent tranquillement sur votre sol pendant que nos soldats tombent. La main tendue d'Alger ne sera crédible que lorsqu'elle cessera d'être un refuge pour nos ennemis. Le paradoxe de l'allié nous a appris une leçon. Qu'il soit de l'Est ou de l'Ouest, aucun allié ne fera le travail à notre place. Les satellites russes n'ont rien dit, mais le courage malien a tout vu. Aujourd'hui, le Mali n'est plus une victime, c'est le laboratoire de la dignité africaine. Paris espérait des funérailles, le Mali célèbre une renaissance. Le message est envoyé. L'ère où le destin de l'Afrique se décidait dans des palais européens est morte et enterrée dans les sables du Gourma. Le Mali est debout, l'AES est en marche, et l'Afrique se souvient enfin de qui sont ses vrais fils. Partagez cette vérité pour que plus jamais l'ombre ne gagne sur la lumière. GSN. Bon, comme vous avez écouté toute la vidéo entière, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez compris? Les pays de l'AES sont en train de cacher leur échec en accusant tout le monde, ou bien sont-ils en train de dire la vérité qu'il y a un complot contre eux? C'est la question qu'on se pose. Mais à cette allure, on ne pourra pas avoir de l'unité africaine. L'Union africaine, l'unité africaine, on ne pourra pas en avoir. Parce que toujours en accusant ces pays limitrophes, en traitant les pays limitrophes, leurs présidents de vallées locaux, des sous-préfets de la France, des vendus, on ne pourra jamais avoir une unité africaine. Parce que c'est leur pensée, c'est la pensée des panafricains des pays de l'AIS. Une pensée de Patrice Lumumba où ils nous emmerdent avec ça, que l'unité africaine, la souveraineté, l'impérialisme. Mais la souveraineté, l'unité africaine, quand ils parlent de ça, ils disent non, l'Union européenne a fait, les États-Unis ont fait. Mais l'Union européenne, eux, ils étaient puissants individuellement avant d'être Union africaine. Ils l'ont fait pour éviter la guerre entre eux parce qu'ils sont puissants, les pays, et faciliter le commerce entre eux. En Afrique, nous, on a détruit ça. Voilà, il y a la CEDEAO avec ça, on a détruit ces trucs-là entre nous. Donc, comment on peut parler de l'unité africaine? C'est une idée unique que certains pays de l'Afrique veulent imposer ça aux autres Africains, que l'unité africaine. Sinon, c'était là l'intégration africaine. Ça, on a détruit ça. Aujourd'hui, voilà cette vidéo-là. Dans cette vidéo, ça, c'est au Ghana où ils sont en train de rapatrier les citoyens des pays de l'AIS, que c'est des mendiants, ils sont venus faire de la mendicité, ils ne sont pas d'accord. Donc, vous voyez, sans compter ce qui est en train de se passer en Afrique du Sud actuellement. Donc, comment on peut avoir l'unité africaine? L'Afrique, c'est ça. Donc, l'unité, ça commence chez soi-même. Il faut être unis d'abord. Est-ce qu'ils sont unis chez eux d'abord, ces pays de l'AIS? Quand vous prenez l'exemple du Sénégal, avec le président Faye et le premier ministre Sonko, c'était l'exemple de la démocratie. Ça, c'est le Sénégal. Ça, il faut dire ce qui est vrai. Ils sont le pays de la démocratie en Afrique. Mais avec ce qui se passe entre le président Faye Diomaye Faye aujourd'hui et le premier ministre Sonko, vous voyez qu'il y a les attaques, il y a la division. Et ça, c'est une trahison envers le premier ministre Sonko. Parce que c'est grâce à lui que Diomaye Faye est président aujourd'hui. Quand il dit ça, on dit Dieu. Oui, tout est Dieu, mais Dieu a passé par le premier ministre Sonko pour que Diomaye Faye puisse être président. C'est comme un enfant, quand il vient au monde, on dit c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Mais Dieu a passé par la mère et le père pour que l'enfant vienne au monde. C'est toujours comme ça. Donc, la trahison est là envers le premier ministre Sonko aujourd'hui. C'est ça l'Afrique. Et dans ces conditions, comment on peut avoir l'unité africaine? Donc, dites-moi, les pays de l'AIS sont en train de cacher leur échec ou bien ils sont en train de dire la vérité? C'est à vous de voir.
Merci.